Salut les sorciers, bienvenue dans Science en question. Salut Marine. Hello Jean. Salut Lorraine. Salut Jean. De votre brosse à dents jusqu'au carburant de votre voiture en passant par l'aspirine, le pétrole est présent partout. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que sa combustion est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre, elle-même à l'origine du dérèglement climatique. Sans parler de la pollution que ça génère, comme avec les plastiques par exemple. Exactement, voilà pourquoi les scientifiques sont unanimes, il est urgent de trouver une alternative au pétrole. Sur le banc des remplaçants, il y a les produits biosourcés. Qu'est-ce que c'est? Que faut-il en attendre? Et la filière industrielle doit-elle s'adapter? Voilà en 2 mots les questions auxquelles nous allons répondre dans cette émission avec nos invités de l'INRAE. Lorraine, de quoi vas-tu parler avec eux? On va parler de bio-inspiration ou comment la nature donne des idées pour développer des matériaux innovants et biosourcés. Et nos chercheurs ne sont pas venus les mains vides. Et toi Marine, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi je vais vous raconter l'histoire originale d'une voiture en coton. En coton? Ouais. Ok, ça promet, j'ai hâte d'en savoir plus, alors rentrons vite dans le vif du sujet. Nous avons le plaisir de recevoir 2 expertes des produits biosourcés, tout droit venus de l'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonjour à toutes les 2, bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors Isabelle Capron, vous êtes directrice de recherche dans l'unité biopolymère, interaction et assemblage à Nantes. Et tout de suite, pour commencer, une première question. Les produits biosourcés, on les trouve déjà un peu autour de nous, ils sont déjà présents. Est-ce que vous avez quelques exemples d'usage à nous donner ? Oui, en effet, les produits biosourcés, on les trouve quand même absolument partout. Donc, c'est les meubles, c'est les tissus, qu'ils soient en coton ou en lin, c'est le papier, c'est le carton. On l'utilise quand même assez régulièrement. Oui. Très bien, alors on va découvrir dans la suite un peu plus précisément ce que c'est. Bénédicte Baccan, bonjour. Vous êtes aussi directrice de recherche, toujours dans l'unité biopolymère, interaction et assemblage à l'INRAE à Nantes. Et alors, au premier abord, on peut avoir l'impression, avec ce qu'a dit Isabelle, que les produits biosourcés, ça n'a rien de très innovant, puisque ça existe depuis la nuit des temps. Je pense par exemple aux hommes préhistoriques qui utilisaient déjà, par exemple, des peaux de bêtes pour s'habiller. Alors pourquoi aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt en fait? Il y a un regain d'intérêt parce qu'il faut remplacer un certain nombre de sources pétro-sourcées. Voilà, c'est une nécessité pour l'homme parce qu'il y aura moins de ressources et aussi pour l'environnement. Et puis il y a aussi des sources en fait qu'on n'avait peut-être pas exploitées. Qui pourraient être remplacés justement ces produits pétro-sourcés. Leur grand intérêt, donc, c'est vraiment la décarbonation, c'est vraiment de pouvoir participer à ça? C'est exactement ça, mais c'est aussi l'occasion de découvrir aussi de nouvelles applications, notamment en imitant ce qui se passe dans la nature. Très bien. Alors, avant de bien comprendre ce qu'on appelle un produit biosourcé, on va jouer avec le public. On est allé les questionner avec un mot mystère. On est allé dans la rue à leur rencontre et on a choisi un mot que vous utilisez déjà tous les jours. C'est le mot biomasse. Écoutez leur réponse. Alors, biomasse, alors ça me dit quelque chose, la biomasse, mais encore. La biomasse, c'est la masse, c'est le poids des matières. Oui, je crois qu'on s'en sert c'est du gaz, j'ai l'impression. Je ne sais pas à quoi ça correspond, si c'est à l'humain, si c'est à la nature, si c'est à l'univers. Donc, je ne sais pas le définir. Quelque chose qui a été recyclé pour faire de l'énergie. Du bois, du charbon. Non, j'ai pas d'autres. Dans les voitures, là, on commence déjà, même pour les tableaux de bord, à intégrer je ne me souviens plus comment ça s'appelle, cette plante, du chanvre. Parce que le chanvre, ça a des fibres et du coup, quand c'est condensé, ça peut ressembler, enfin, c'est la même résistance que du plastique. On peut utiliser la biomasse pour fabriquer des matériaux tels des matériaux isolants. Et alors, on ne transforme pas les corps humains en biomasse? Pas pour la... Alors Isabelle, Bénédicte, la biomasse, ça n'a rien à voir avec le poids des matières ni avec le corps humain. Comment vous pourriez le définir, Isabelle? La biomasse, c'est l'ensemble des matières, qu'elles soient végétales ou animales, qui sont sous leur forme première sur l'espace d'un temps humain, en fait. Donc, si c'est dégradable sur des temps beaucoup plus longs qu'un équivalent, qu'une échelle humaine, en fait, on estime que c'est plus de la biomasse. Mais du coup, c'est très large. C'est bien de la matière vivante, du coup, à chaque fois. Oui, c'est de la matière vivante. Alors, au sens très large, l'humain en fait partie. Ouais.
Ouais, mais on ne l'utilise pas pour en faire des produits biosourcés quand même. Alors non, on se limite à la biomasse végétale. Donc c'est pour ça qu'il y a une spécificité sur la biomasse végétale qui, elle, ne comprend pas tout ce qui est ni le gaz, ni l'humain, ni... Est-ce que vous avez des exemples précis à nous donner de biomasse végétale qu'on utilise pour vraiment que ce soit concret pour les gens, pour que ça parle? Le bois est forcément la première biomasse qui est utilisée. Mais on utilise également tout ce qui est végétal peut être considéré comme de la biomasse. Donc tout ce qui est produit par les plantes. Donc le chanvre dont on parlait, oui, c'est typiquement une fibre qui fait partie de la biomasse. D'accord. Donc on ne se sert pas de toute la biomasse, on prend vraiment que la biomasse végétale. En fait, le végétal est un tout extrêmement fonctionnel, avec des propriétés qui sont qu'on n'arrive pas à reproduire nous-mêmes. C'est pour ça qu'on va vers le choix du végétal pour essayer de le reproduire ou prendre ce que fait la plante, parce qu'elle le fait beaucoup mieux que nous. Alors Bénédicte, est-ce qu'il faut se servir de toute la biomasse disponible ? Alors, il faut déjà se servir de la biomasse sans compétition avec l'alimentation. Ça, c'est une première règle. La deuxième, en fait, ça dépend. Il faut l'utiliser de la manière la plus intelligente possible. Donc, si on peut extraire des molécules, des fibres, on les extrait. Si on peut produire de l'énergie, il faut pouvoir produire de l'énergie. Et il y a un autre élément aussi. Il ne faut pas oublier de rendre au sol aussi la matière qu'on a prise pour la fameuse production de cette biomasse. Alors, un petit peu plus tôt dans l'introduction, on est passé un peu vite, on parlait de leur intérêt, de l'intérêt des produits biosourcés pour la décarbonation. Expliquez-nous concrètement pourquoi ils sont intéressants, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage, les produits biosourcés ? Les plantes ont la grande capacité à capter du carbone, en fait, et du CO2 en particulier, pour faire la photosynthèse. Donc finalement, en utilisant cette biomasse, on participe au stockage du CO2, qui est un des enjeux majeurs de notre climat. Alors, quelqu'un dans le micro-trottoir a aussi parlé de biomasse comme quelque chose de recyclé. Est-ce que c'est toujours le cas, Isabelle ? C'est pas toujours le cas. On essaie au maximum de recycler ce qui est existant pour limiter justement les sources qui ne sont pas éternelles, elles ont toute une fin. Mais du coup, le recyclage est en train d'essayer de se faire. Il ne se fait pas systématiquement. Donc, c'est pas parce que c'est biomasse, c'est pas parce que c'est biosourcé que c'est recyclé, voire recyclable même. Et est-ce qu'il y a un taux, je m'adresse à vous, Bénédicte, est-ce qu'il y a un taux minimum de biomasse dans les produits biosourcés ? Est-ce qu'on considère que un produit est biosourcé à partir de 50% de biomasse, de 90% de biomasse ? Et je ne suis pas sûre que ce soit très réglementé, cette histoire-là. Donc moi, je vais vous répondre en tant que chercheur ou en tant que citoyen. Vous attendez quoi comme réponse ? En tant que chercheur. En tant que chercheur, biosourcé, c'est biosourcé. C'est-à-dire que dans ces matériaux-là, on n'a pas mis autre chose que des matériaux biosourcés. Dans les émulsions de ma collègue, c'est pareil. Après, effectivement, il y a peut-être une vigilance à avoir en tant que citoyen, parce qu'en fait, effectivement, il suffit d'un certain pourcentage dans un produit pour pouvoir revendiquer pour l'instant cette notion de biosourcé. Ça mériterait d'être recadré. Très bien. Alors on va voir que quand on connaît bien la biomasse, on peut avoir des idées originales pour la valoriser. Lorraine, tu vas nous emmener dans les laboratoires de l'INRAE, dans le Science en Action. Bénédicte, je commence avec vous. Vous allez chercher dans la nature des propriétés qui pourraient nous intéresser. Votre spécialité, c'est la peau des fruits et notamment de la tomate, avec laquelle vous faites cette sorte de caoutchouc que vous avez devant vous. Alors, quelle propriété déjà vous êtes allé chercher dans la tomate pour faire ce caoutchouc ? Alors, un des soucis parfois des matériaux biosourcés, c'est leur résistance à l'eau, qui peut avoir parfois quelques faiblesses. Et il se trouve que dans la nature, il y a d'autres matériaux biosourcés qui, eux, sont faits pour résister à l'eau. Et vous avez l'exemple de la peau des plantes, qui sont décrits comme hydrophobes, c'est-à-dire que dans lequel l'eau ne pénètre pas, ce qui permet d'ailleurs aux plantes de pouvoir vivre sur Terre. Et donc, on a reproduit, en fait, il se trouve en plus que cette peau des fruits, elle est aussi un déchet en fait de l'agro-industrie, comme vous avez fait vos concentrés de tomates, vos ketchup. Il vous reste cette grosse quantité de peau en fait. Et donc notre travail a consisté en fait à récupérer les molécules qui fabriquent cette cuticule des plantes, qui donne ce caractère hydrophobe. Donc ces molécules, on les récupère sous cette forme-là, après un petit procédé de bioraffinerie. Et on peut fabriquer sans aucun autre additif
greffe en fait des matériaux qui ont l'apparence effectivement d'élastomère ou de caoutchouc. Oui, parce que c'est un petit peu élastique. Exactement. C'est résistant. La peau de tomate, c'est élastique? Mais bien sûr. Quand la plante croît, c'est-à-dire quand elle se développe, cette cuticule, elle est à la fois résistante parce que voilà, elle a des propriétés mécaniques de protection, mais elle permet aussi l'expansion. Donc elle est à la fois finalement souple et résistante. Oui, tout à fait. Et donc on reproduit en fait des matériaux, donc ici des caoutchoucs qui ont ces mêmes propriétés finalement hydrophobes, puisqu'ils vont laisser à part l'eau. Et alors, moi j'ai entendu dire aussi que dans la peau de tomate, c'était bien de la manger parce qu'il y a des antioxydants. Et apparemment, c'est bon pour le vieillissement de la peau. C'est valable aussi pour vos caoutchoucs? Mais tout à fait, exactement. Dans la plupart des matériaux, en fait, on va aussi travailler sur le vieillissement de ces matériaux. Et il y a bien souvent l'ajout d'additifs, en fait, pour permettre justement la conservation de ces matériaux. Ici, en fait, on tire parti des antioxydants qui sont extraits de la peau des plantes. Et en fait, on a à la fois du coup des matériaux qui sont mécaniquement intéressants, mais qui ont aussi une protection, par exemple, contre les UV ou contre le vieillissement. Mais finalement, même une fois que la peau de tomate est desséchée, les antioxydants ont encore leur action? Eh bien, en fait, là, dans le cas de ces matériaux-là, oui, tout à fait. En fait, il y en a suffisamment, en tout cas, pour avoir ces activités de conservation. Oui, parce que là, vous nous avez parlé, donc vous passiez de ces drèches, de ces déchets de peau de tomate à la poudre. Oui. Comment on fait pour garder toutes les propriétés? J'imagine la structure n'est pas la même. Dans la peau de tomate, il y a aussi comment les molécules vont s'agencer, il y a toute la diversité des molécules. Comment on s'assure de garder tout ça? Alors en fait, on a beaucoup de chance parce que la nature nous aide beaucoup. Les monomères, pour passer de la peau à ces fameux monomères, on utilise peu ou prou les mêmes procédés que ce qu'on utilise en savonnerie. Ça s'appelle une saponification. Et on va casser le polymère en petits morceaux de manière assez sobre en fait finalement. Et on va récupérer ces monomères. Ce sont en fait des acides gras, des lipides. Et ils ont cette propriété d'avoir tout ce qu'il faut pour s'auto-assembler. Ah, ok. Ils se réassemblent naturellement? Exactement. Sans rentrer dans la réaction chimique, on fabrique d'un polyester. Et en fait, ces monomères ont tout ce qu'il faut pour fabriquer des esters. Vous parlez de monomère. Vous pouvez nous décrire un peu ce que ça veut dire, monomère? Il faut imaginer comme un polymère. C'est quoi un polymère, Ni plus ni moins, ce sont des molécules qui sont accrochées entre elles. Et ces molécules accrochées entre elles, c'est les monomères, comme les perles d'un collier, quoi. Voilà. Donc on va désassembler ces molécules, donc c'est ça qu'on appelle un monomère, et on va reproduire en fait, in explanta de nouveau, ces matériaux auxquels on va pouvoir donner du coup la forme qu'on veut, les propriétés mécaniques, on peut jouer un peu sur le procédé. Il n'y a aucun autre ajout. Qu'est-ce que ça pourrait remplacer ce caoutchouc? Alors en fait, on a ça peut être des petites pièces par exemple où on a besoin de joints, de choses qui ont des propriétés mécaniques souples et d'étanchéité à l'eau. Après, on peut imaginer d'autres traitements. Ça peut être un mélange avec d'autres polymères qui peut être envisagé. Très bien, merci beaucoup. Isabelle, vous n'êtes pas venue les mains vides aussi. Vous avez ramené une émulsion. Alors, c'est votre spécialité, un peu, les émulsions. Moi, je connais la vinaigrette, la mayonnaise. Oui, ça marche. C'est déjà biosourcé, je crois, en tout cas. À quelles émulsions vous vous intéressez? Où est-ce qu'on en trouve? Alors, en fait, c'est pas tant les constituants de l'émulsion que la façon de la stabiliser. D'accord. Une émulsion, c'est deux phases qui ne sont pas miscibles. Donc, l'eau et l'huile, ou le vinaigre et l'huile, ça marche aussi. Okay. En fait, on voit bien que si on les mélange et qu'on attend, ça se resépare. Ouais. Et donc, il faut avoir ce qu'on appelle un tensioactif, donc une molécule qui se met entre les deux phases, qui ne sont pas miscibles, pour les rendre, pour les stabiliser, en fait. Dans la vinaigrette, c'est quoi qui fait office de tensioactif? Alors, si on met juste de l'huile et de l'eau, il n'y en a pas. Et donc, on voit bien que ça se sépare. C'est la moutarde? Alors, voilà. Il peut y avoir de la moutarde ou alors on peut ajouter des tensioactifs pour les vinaigrettes toutes prêtes. Mais souvent, on vous dit qu'il faut mélanger avant de s'en servir parce que, justement, ça a une tendance à déphaser, quoi. Mais alors, dans quel produit on trouve des émulsions? Dans quel produit on a besoin comme ça de mélanger deux phases qui ne se mélangent pas normalement? Un peu partout. Maintenant, les émulsions, on les a... déjà le savon, c'est typiquement s'il y a de la mousse, s'il y a quelque chose comme ça, c'est qu'il y a des tensioactifs qui vont se mettre à l'interface. Donc savon aussi, les lessives aussi, voilà. Tout ce qui nettoie. Oui, il y en a dans l'alimentaire beaucoup, tout ce qui est mousse, tout ce qui est... il y a plein de choses maintenant qui sont pour éviter la texture huileuse et avoir plutôt la texture eau. On met beaucoup de choses sous forme d'émulsion. Il y en a aussi dans les peintures. Les peintures, elles ne sont plus à l'huile, elles sont à l'eau, pour
Pourquoi ? Parce qu'on a encapsulé les pigments et donc la phase huile est toujours là parce que sinon si on étale de l'eau sur un mur ça marche pas bien. Effectivement. Et donc la partie huile est toujours là mais elle est encapsulée sous forme d'émulsion. Les bitumes, la route est une émulsion. Et alors, vous nous avez parlé tout de suite des tensioactifs, ou c'est ça qui vous intéresse ? Pourquoi il faudrait les remplacer ? En fait, l'immense majorité de toutes ces émulsions, donc je parle surtout de ce qui est grand volume, donc plutôt les bitumes, les peintures, parce que pour l'alimentaire, c'est un autre domaine, mais c'est juste pour dire que les émulsions sont vraiment partout. En fait, il va y avoir des tensioactifs qui sont pétrosourcés. D'accord. Et donc, ce sont des chênes qui aiment partiellement l'eau et partiellement l'huile. Donc, on les appelle tensioactifs amphiphiles. Donc, ils aiment les deux. Et donc, c'est une molécule qui va être capable d'encapsuler beaucoup de choses. Et une fois relarguée dans l'environnement, elle va aussi lixiver, enfin, elle va entraîner beaucoup de molécules avec elle qui vont aller dans l'eau. Parce qu'elle a une affinité avec un peu tout, elle va réussir à... Possiblement, oui, elle va s'accrocher un peu à tout et elle peut soit se stabiliser, soit embarquer. Et c'est un problème, ça, d'avoir des tensioactifs qui se répandent dans l'environnement comme ça ? Ça devient un vrai problème environnemental. Et pour l'humain maintenant également, parce que c'est problématique au niveau de la santé humaine. Donc si on les retrouve dans l'eau, si on les retrouve un peu partout, et maintenant il a été démontré qu'on pouvait les retrouver dans l'eau de mer, alors que vu le volume, c'est assez récent, mais c'est bien. La lessive qu'on a chez nous dans notre machine à laver, elle peut finir. Enfin, il y a dedans des tensioactifs pétrosourcés qui peuvent finir dans l'océan. Il y a forcément des tensioactifs, et oui, au fur et à mesure, on relargue tout dans les eaux, et il peut y en avoir aussi dans les eaux à boire. Enfin, bon, oui. Alors, par quoi vous le remplacez, vous ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Nous, on a découvert au laboratoire qu'en mettant de la cellulose, on pouvait stabiliser efficacement des gouttes d'huile. La cellulose des plantes ? Voilà, donc la cellulose, juste pour le rappeler, c'est une chaîne, c'est un polymère, exactement comme l'expliquait ma collègue, mais cette fois à base de glucose, donc c'est ce qui forme toute la tenue mécanique des plantes, donc on le retrouve dans les tiges, dans les troncs, c'est la structure des plantes. Et donc, c'est par voie hiérarchique qu'on peut descendre du tronc jusqu'à des fibres qui seront millimétriques, centimètres, je vais descendre dans le bon d'ordre, micrométriques, nanométriques. Et donc, cette cellulose, on a découvert qu'elle se stabilisait à l'interface de la goutte. D'accord. Et donc, ça fait un tensioactif qui est extrêmement résistant, qui fait des émulsions. Alors, celle-ci, elle a été faite il y a plusieurs mois, elle ne bouge pas. Et ça ne se sépare vraiment plus du tout. Voilà, une fois que c'est absorbé de façon irréversible et ça fait des émulsions extrêmement stables. Et là, c'est un mélange entre quoi et quoi, ce que vous tenez dans la main ? Donc là, il y a de l'huile de ricin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est de l'huile de ricin, de l'eau. Enfin, on peut mettre plein d'huiles différentes. Celle-ci, c'est ça. Et de la cellulose, et c'est tout. Ok. Et du coup, il y a des gouttes qui font 5 microns de diamètre. C'est assez homogène en taille. Et donc, on peut le stocker extrêmement longtemps. Et on peut utiliser n'importe quelle plante ? On broie n'importe quelle plante et puis hop, on récupère des petits. On récupère la cellulose de chaque plante, oui, bien sûr. Vous avez fait des tests où il y a des celluloses différentes ? Alors, chaque source va avoir sa cellulose. Et donc, c'est essentiellement en fonction de la contrainte dans la plante. Donc, le bois ou le coton, qui sont des plantes extrêmement sèches, vont faire des cristaux qui sont courts. C'est l'image qu'on voit là ? Exactement. Donc sur l'image de gauche, on a celle qui est plutôt à base de coton ou de bois, qui fait des petits bâtonnets. Alors ces bâtonnets-là, ils font 150 nanomètres de long sur 6 nanomètres de section. Donc c'est vraiment petit. On ne peut pas les voir. On utilise, là c'est de la microscopie électronique pour réussir à les voir. Donc ça, à chaque fois, c'est une bulle du coup entre deux phases là. Donc là, c'est une goutte d'huile. Ok. Qui a été... alors là, pour faire de la microscopie électronique, on l'a figé. Et du coup, on a pu l'extraire. Et ici, c'est pas figé, c'est liquide. Et on voit qu'il y a des fibres qui sont beaucoup plus grosses. Voilà. Et donc, au milieu, c'est de la cellulose bactérienne. Donc, ce qui fait, pour ceux qui font du vinaigre, c'est la mer de vinaigre qui est à la surface. C'est de la cellulose, c'est ça. Donc, vous pouvez le faire chez vous. Et puis, pour celle de droite, c'est extrait d'algues qui, elles, restent hydratées tout le temps. Et donc, on peut les extraire sans qu'il y ait trop de contraintes. Donc, elles sont beaucoup plus longues. Et donc...
Voilà, en fonction de la source, il y en a qui sont plus épaisses, il y a un peu de tout. Alors, question pour toutes les deux, comment est-ce que vous vous assurez que vos produits ils sont bien fonctionnels, ils sont aussi fonctionnels que les produits pétrosourcés qui doivent remplacer? Comment on s'assure de ça? Déjà, on peut comparer. Donc là, en l'occurrence, on a fait des peintures. D'accord. Et donc, vous avez peint des murs et vous avez vu que ça fonctionnait pareil? Voilà, ça marche bien. Okay. Voire même sur certains supports, c'était mieux. Notre objectif, c'est de faire au moins pareil, voire mieux. Ouais. Donc, si c'est moins bien, en fait, ça ne marchera pas. On ne pourra pas envisager d'aller plus loin sur l'utilisation. Donc, on essaie d'aller au moins aussi bien. Et Bénédicte, pour le caoutchouc de tomate, vous pouvez comparer aussi avec d'autres matières pétrosourcées ou c'est difficile? En fait, c'est ça. Votre question, elle amène finalement à l'utilisation de ces matériaux qui peut se faire de deux façons différentes. Soit on essaye de travailler dans une stratégie de remplacement. Et donc, on a un procédé existant et on va remplacer, par exemple, des plastiques ou des fibres de verre, ces choses comme ça, qui sont par du produit biosourcé. Et ça, en général, ça permet d'aller assez vite, finalement, dans le transfert entre ce qui se passe au laboratoire et ce qui se passe dans la société. Donc, faire aussi bien, comme l'a dit ma collègue, ça fait partie c'est clairement indiqué dans la stratégie de substitution. Et puis parfois, en fait, en s'inspirant de ce qui se passe dans la nature, on peut aussi faire différemment des matériaux qui existent. Et donc, c'est ce qu'on appelle de temps en temps, avec nos mots à nous, dans notre jargon, une stratégie d'innovation, et qui peut finalement être des produits des propriétés qu'on n'avait pas, par exemple, dans des produits existants. Alors, c'est à la fois intéressant, mais c'est à la fois plus risqué. Et donc, il y a plus de difficultés, effectivement, à cette fois-ci, dans ces innovations-là, de passer du laboratoire à la société. Mais ça va finir par se faire. Merci beaucoup. Et alors, je précise que vous avez beaucoup d'autres sujets de recherche et beaucoup d'autres produits que vous avez développés. Là, on en a vu vraiment un tout petit échantillon et j'invite nos téléspectateurs à aller découvrir tout votre travail. Oui, n'hésitez pas à aller voir nos sites. Alors merci. Alors les produits biosourcés existent depuis longtemps, mais ils n'ont pas toujours été fabriqués dans un but écologique. Je vous propose de découvrir une histoire originale avec Marine. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de concevoir des matériaux biosourcés pour remplacer des produits plastiques, pour moins polluer, etc. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'une période où on a utilisé des déchets végétaux dans l'industrie parce que tout simplement on n'avait rien d'autre sous la main. Donc c'est l'histoire de la Trabant, un modèle de voiture qui a été produit en Allemagne de l'Est pendant la guerre froide. Le but du gouvernement en fait c'était de lancer une voiture fabriquée localement, donc un peu la Volkswagen de l'Est et évidemment les modèles occidentaux c'était pas trop à la mode en RDA à cette époque-là. Et donc en 1957 apparaît sur le marché la Trabant. Alors vous voyez la voiture qui s'affiche à l'écran. Eh bien, la Trabant, c'est tout l'inverse. Regardez, c'était une petite voiture qui était très inconfortable, qui ne dépassait pas la centaine de kilomètres/heure. Et inutile de vous dire qu'elle n'avait pas la direction assistée. D'ailleurs, elle n'avait pas grand-chose, puisque selon plusieurs sources, il semblerait que les jantes, les ceintures de sécurité, les sièges et même le volant étaient des options payantes, évidemment indispensables pour rouler. Mais la cerise sur le gâteau, je l'ai dit, c'est que la Trabant, plus précisément la Trabant 601, était faite en coton. Alors, enfin, pas complètement, en partie. Plus précisément, la carrosserie de la Trabant était en duroplast, donc une sorte de résine composite qui est faite à partir de déchets de coton issus de l'industrie textile soviétique et de phénol, un dérivé de la distillation du charbon. Donc on n'était pas vraiment sur du biodégradable. Alors, pourquoi ils ont utilisé du coton alors ? Eh bien, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. En fait, en Allemagne de l'Est, à cette époque-là, il y avait une pénurie d'acier. Et donc, il n'était pas possible d'en importer non plus depuis l'Ouest, à cause d'un embargo. Donc voilà, ils ont fait leur voiture en coton, ils étaient très fiers. Petit inconvénient quand même, le duroplast, c'est beaucoup plus long à fabriquer que l'acier. Donc vraiment, la carrosserie était beaucoup plus longue à produire. Les livraisons ont pris pas mal de retard et il fallait attendre presque 10 ans, voire 10 à 15 ans, pour avoir une Trabant toute neuve, ce qui évidemment a eu pour conséquence de faire exploser les prix de l'occasion. Donc en moyenne, elle coûtait en plus à peu près 2 ans de salaire pour un ouvrier. Donc on n'était pas vraiment sur la voiture du peuple. Du coup, il s'en évolue beaucoup ou... 3 millions d'exemplaires quand même, entre 1957 et 1991. Mais
Après la chute du mur de Berlin, elle a connu un destin assez tragique, puisque plus personne ne voulait de la voiture en coton. Les gens préféraient frimer en Volkswagen, en Opel ou en BMW. Et ça a été un vrai problème, puisque finalement, les voitures abandonnées ont fini par s'entasser. Et s'est posé un moment la question de les recycler. Qu'est-ce qu'on en fait? Et finalement, on a utilisé les carrosseries pour faire des matériaux de construction. Donc on peut dire que le coton a eu plusieurs vies dans ce processus. C'est presque écologique. Presque écologique. Pas tout à fait. Isabelle, vous êtes déjà montée dans une Trabant, mais c'était tout à fait par hasard. Oui, c'était dans les années 90. Je faisais de l'autostop. En Allemagne, il y a une voiture qui s'était arrêtée. Donc on l'avait regardée en se disant « Waouh, une Trabant !» parce qu'on découvrait ça, on en avait entendu parler, mais on n'avait jamais vu. Et en fait, il s'était arrêté pour nous. Donc je confirme, c'est une petite voiture parce qu'on était à 4 dedans avec des sacs. Et confortable alors du coup? Non, pas trop, non? Non, pas trop confortable. On était ravis, nous, on était très heureux de tester la Trabant, mais effectivement, je confirme. Que pour le confort. Mais au moins innovante. Oui. Mais on n'avait pas beaucoup de kilomètres à faire et c'était bien. Bénédicte, Isabelle, il y a toujours aujourd'hui des projets de voitures comme ça ou d'autres véhicules à base de coton ou d'autres matières? Des parties de... Enfin, je ne sais pas si tu voulais répondre. Mais il y a des parties de véhicules, oui, où l'idée est de mettre du biosourcé dedans. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Il y a les Japonais qui sortent un véhicule qui s'appelle la nanocellulose. Et donc, en fait, il y a 13 morceaux de la voiture qui contiennent une partie de nanocellulose. Donc, il y a pas mal d'affichage de biosourcés. Mais voilà, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, oui. Après, est-ce que ce sera plus renouvelable, recyclable, parce qu'il y a un peu de biosourcé dedans, c'est pas gagné. On va y revenir un peu plus tard. Bénédicte, vous n'avez pas eu l'occasion de monter dans une Trabant? Non, mais je regrette. Vous êtes passé à côté de quelque chose là? En revanche, juste par rapport aux voitures, il faut aussi raisonner l'utilisation de la biomasse en fonction de la quantité dont on dispose. Et si on doit revenir sur ces caoutchoucs, par exemple, honnêtement, vous ne mangerez jamais assez de ketchup pour qu'on puisse en faire des pneus. Ok, donc ça nous amène à réfléchir. On va y venir tout à l'heure. On va parler de bioéconomie, de comment justement on peut intégrer ces produits biosourcés dans la filière. Merci Marine pour l'histoire. Merci Bénédicte d'être venue sur le plateau de Science en Question. Isabelle, vous restez avec nous. Alors si on veut que les produits biosourcés aient un véritable impact pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut développer massivement leur utilisation. Alors quels sont les enjeux sur le plan industriel et écologique? Un nouvel invité va nous aider à répondre à cette question. Isabelle, il travaille avec vous à l'INRAE. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Johnny Beaugrand, bienvenue, installez-vous, bienvenue sur le plateau de Science en Question. Merci. Alors vous êtes directeur de recherche dans l'unité biopolymère, interaction et assemblage à l'INRAE à Nantes, pour changer. Hein. Vous vous connaissez bien donc tous les deux, vous travaillez ensemble au quotidien? Oui, on se voit très régulièrement. On n'est pas dans la même équipe, mais on se voit très régulièrement. Très bien. Alors vous, Johnny, vous travaillez sur les fibres naturelles. Vous nous avez amené pas mal d'exemples. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce qu'il y a devant vous là? Ah oui, avec plaisir. Donc, je vais commencer rapidement par le lin. Alors, le lin est une culture très connue, surtout en France. La France étant le premier producteur. Là, vous avez ce qui devait être des belles tiges, mais elles ont été un peu abîmées pendant le transport. À partir de ces belles tiges, on arrive à extraire cette matière noble. Vous voyez, donc on a des fibres techniques de lin qui sont très longues, très belles, et qui ont des propriétés, notamment mécaniques, assez exceptionnelles. À quoi ça peut servir là, par exemple, des fibres de lin comme ça? Alors je pense tout de suite aux vêtements. Oui, ben, vous avez raison. Pour le premier usage en termes de volume, c'est le textile. Et maintenant, on commence à développer de plus en plus de composites, donc des matériaux, par exemple, on a parlé d'automobile tout à l'heure, mais des pièces de structure, carrosserie qui doivent protéger l'habitacle et donc les conducteurs. Les composites, c'est-à-dire que c'est mélangé avec autre chose, hein? Oui, c'est ça. C'est plusieurs matériaux qui apportent un petit plus, une fonctionnalité, et l'ensemble donne des performances supérieures à un seul type de matériau. Et là, ça joue surtout un rôle de renfort. On en retrouve dans ces nouveaux composites, plutôt pour l'aéronautique, pour les transports aériens, dans les trains, mais c'est très très peu en pourcentage. Ah oui, parce que j'allais dire, vous voulez nous dire que bientôt les avions seront faits en lin? Alors, j'aimerais pouvoir le dire, mais on est au stade prototype et projet de recherche. Il y a vraiment une envie, une nécessité, mais ce n'est pas encore en grande diffusion. En revanche, ils sont déjà utilisés dans l'habitacle de voiture, vous le disiez, c'est ce que vous avez sur votre droite? Alors,
Oui, exactement. Là, en fait, on va partir d'une matière un peu moins noble que celle-ci, mais on va partir d'un coproduit qu'on appelle les étoupes. Elles coûtent un peu moins cher, et donc c'est pour ça qu'il y a toujours l'aspect économique. Et donc, par exemple, dans un projet qui s'appelait Flower, un projet européen, on a développé ce genre de tissu. Ça peut paraître rien, mais en fait, c'est des faibles grammages. Enfin, ça doit répondre à des spécificités pour rentrer sur de la substitution dans des chaînes de procédés. Et en fait, on en fait des ciels de toit. On a fait des prototypes qui ont été couronnés plutôt de succès, avec différents types de mousses. Et en fait, au final, on a remplacé des fibres de verre qu'on ne peut pas voir sur cette partie, enfin qu'on peut deviner si... on le voit voilà, sur l'armature, on voit des fibres un peu dans toutes les directions, des fibres de verre. On les a remplacées par ces fibres naturelles et on a des performances égales avec en plus un service environnemental, stockage de carbone. Quand vous voulez parler de performance, c'est-à-dire on a des propriétés qui sont similaires. Oui. Parce que toutes ces pièces, surtout dans l'automobile, l'aéro encore pire, mais on a des cahiers des charges qui sont très stricts. Il y a des cahiers des charges économiques et il y a des cahiers des charges techniques. Une souplesse, une résistance, il faut que ça se perce bien pour pouvoir être rifté par des robots, etc. Une histoire de cadence. Et voilà, et ça c'est très important. Et aussi d'innocuité pour les opérateurs. Et donc le lin, par exemple, fait plutôt l'effet. Et le dernier exemple ? Le dernier exemple, intéressant, là on est sur de l'écorce de ficus. Alors c'est un produit qu'on a eu de collègues... Là il est transformé, pardon ? Là il est transformé déjà ? Non, oui. Vous faites bien de poser la question. On pourrait penser que c'est un textile parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a des orientations différentes avec l'épaisseur. En fait, non, c'est vraiment une partie de l'écorce qui est récupérée manuellement et qu'on utilise, enfin que certains pays producteurs utilisaient et utilisent encore pour faire de l'habillement. Et puis, c'est marrant, ça ressemble presque à du feutre. Un peu complètement. Enfin, vu comme ça de loin. Oui. Je peux toucher pour voir ? Bien sûr. Et là, la plante, enfin l'arbre en l'occurrence, l'a conçu pour pouvoir résister à différents types de contraintes, par exemple le vent ou le passage d'animaux. Et donc en fait, on a des fibres, donc ces organes, enfin ces structures de renfort qui sont orientées dans plusieurs directions pour pouvoir résister à plusieurs types de contraintes. C'est génial, mais en fait, on trouve tout dans la nature. Il faut observer. C'est notre travail premier, en fait, en tant que chercheur. On s'habille avec les arbres. Exactement. Alors, il y a quand même des enjeux, parce que si on veut passer dans une filière industrielle et puis à une échelle plus commerciale pour qu'on favorise l'utilisation des produits biosourcés, il y a quand même des enjeux, et notamment le premier, c'est est-ce qu'on a suffisamment de matières premières ? Si on prend l'exemple du lin, par exemple, vous disiez que la France était plutôt bien dotée. Tout à fait. C'est une question fondamentale où je n'ai pas la réponse et on est nombreux à ne pas l'avoir, mais il y a de nombreuses études, et notamment au niveau de l'Europe, il y a des observatoires, on quantifie, on essaie d'anticiper le futur, parce que là on est vraiment, pour moi, dans une urgence et on a vraiment besoin de fournir plus de biomasse. Malheureusement, l'équation n'est pas bouclée. On ne pourra pas tout substituer. Actuellement, le non renouvelable, pétro-sourcé, etc., ou minéral, ça ne peut pas être remplacé que par du biosourcé. Il va falloir faire des compromis et faire des choix. On a parlé de l'alimentaire. Ça, on a décidé collectivement, je pense, à ne pas y toucher. Maintenant, il faut trouver le plus d'applications possible et surtout valoriser toutes les biomasses et tous les coproduits. On ne peut plus rien laisser derrière nous. Il faut absolument... Enfin, ce sont de nouvelles ressources. Et dans le cas du lin, on est en France notamment sur une filière qui existe et qui est bien développée. Et donc là, on est sur des produits, on est sur des différents types de produits, nobles, un peu moins nobles, mais produits en quantité industrielle et donc qui pourraient satisfaire des volumes qui en demandent au niveau, on est sur des centaines de tonnes, des centaines de milliers de tonnes pour l'automobile. Ça pourrait potentiellement le faire, mais ça ne suffira pas. On développe du chanvre, enfin d'autres plantes à fibres, par exemple, si on reste sur les fibres, de l'ortie, il faut créer, il faut de toute façon plus. D'accord. Alors un autre enjeu, c'est de la qualité. Est-ce qu'on peut arriver à des mêmes niveaux de qualité que les produits pétro-sourcés ? Parce qu'on sait que les produits naturels, la biomasse, c'est hétérogène par définition. Oui, on y arrive. Alors on est INRAE où nous, on n'est pas les premiers à l'avoir démontré depuis longtemps, mais on arrive à gérer une certaine hétérogénéité pour pouvoir satisfaire des demandes, donc un cahier des charges constant. Ça, on arrive à le faire. On a
des connaissances, on arrive à qualifier les biomasses suffisamment finement pour pouvoir dire il faut faire des mélanges ou ça ne va pas le faire, etc. Ça, on peut le faire. Donc là, Isabelle, on a des coproduits de l'industrie agroalimentaire, mais ils ne sont pas traités de la même façon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? En fait, ce sont des drèches issus de brasseries. Donc, c'est ce qui reste après avoir produit la bière. Donc là, on voit, si vous voyez bien, qu'il s'agit de gros morceaux, en fait. Et puis, en fonction de l'application ciblée, voilà, de ce qu'on veut en faire, on peut, par exemple, le microniser. Donc ça, on appelle ça une farine de drèche. Oui, on le broie très fin, quoi. Le mettre en poudre, oui, c'est ça. Donc juste, c'est un simple broyage, donc ça n'a rien d'exceptionnel. Mais bon, là, ça a été en plus tamisé pour ne conserver que les plus petites parties. Donc en fonction de ce qu'on veut faire, on va pouvoir soit utiliser directement ça. Donc là, on a fait typiquement un sous-boc. En se disant que malgré tout, c'était pas gênant d'avoir des gros morceaux, c'était même pratiquement plus joli. Ouais. Et puis, bien pour certaines applications, par contre, ça va être trop hétérogène et là, il y a des problèmes avec les infiltrations d'eau et d'autres choses. Donc, on va préférer la farine. Donc, en fait, là, c'est un petit peu pareil, la polydispersité et puis la taille des particules. À chaque fois, en fonction de ce qu'on veut faire, on dispose de tout un panel et on va choisir. Et est-ce que, Johnny, ça veut dire qu'il faut revoir toutes les chaînes de production ou comment on va s'adapter finalement? Comment on fait? Il y a plusieurs solutions possibles et en fait on essaie de les prendre toutes en compte pour de toute façon répondre à... Les enjeux sont tellement importants qu'on peut en laisser aucune de côté. Ouais. On revoit des systèmes de production avec par exemple des sciences qu'on appelle le génie des procédés. Okay. Donc on va essayer d'optimiser l'existant, les chaînes de flux, la logistique, etc. Tout ça, on essaie de le prendre en compte. Et puis également, on essaie de créer de nouveaux procédés qui seraient plus performants, plus optimisés. Donc on parlait par exemple du broyage. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Eh bien, on essaie quand même de tenir plus maintenant peut-être qu'auparavant, les aspects énergie, consommation d'énergie ou libération de petites particules, etc. On essaie de minimiser tout ça pour que finalement on ait ces qualités qui soient plus ou moins homogènes en fonction des produits qu'on veut faire et en minimisant vraiment toutes les dépenses, le plus sobrement possible sur tous les points de vue. Alors vous avez déjà développé, vous, des petits clips qui servent à accrocher les vignes. Et ils sont déjà commercialisés. Oui. Quelle a été votre approche finalement pour développer ça? C'est du lin, c'est ça? C'est fait en lin, ouais. Des petits clips en lin? Oui, alors non, le lin était malheureusement trop noble et trop cher. Ouais. Donc on va plutôt sur d'autres types de production agricole et notamment des déchets. On peut très bien remplir... alors les clips dont vous parlez, oui, ça a été développé avec une société. Ils nous avaient demandé de faire des agrafes à vigne parce qu'ils en produisent des grandes quantités. C'est des toutes petites pièces. J'en ai pas à vous montrer, mais c'est l'équivalent de quelques grammes de plastique qui étaient pétrosourcées et on les retrouve plusieurs années. Elles se morcellent peut-être, mais on les retrouve dans les sols. Pollution, on n'en veut plus. OK, trouvez-nous une solution. Donc on réfléchit. Il y a des caractéristiques techniques et on a dit on va remplacer une partie du plastique par quelque chose qui va être un plastique biodégradable et avec des fibres naturelles. On l'a fait, ça a été un succès. Et maintenant, pour d'autres marchés, par exemple pour le maraîchage, on utilise énormément de petites pièces en plastique pour tutorer, pour guider en fait la croissance des tiges. Et là, par exemple, pour soutenir, ça c'est un porte-bouquet dans des cultures en serre. Donc on a des fruits qui peuvent être très gros et le pédoncule, la petite partie qui va soutenir, qui part de la tige et qui soutient la grappe, elle peut casser tellement c'est optimisé. Donc on a ce genre de petites pièces. Et bien là, on a travaillé également sur une petite conception. Il faut que l'objet il puisse être suffisamment souple pour ne pas blesser la plante, qu'il ne soit pas très cher, quand les productions, les cadences soient importantes pour pouvoir fournir, on est sur 200 000, 500 000 pièces à l'hectare. Alors si on veut quand même garder l'aspect écologique des produits biosourcés, il faut quand même regarder la chaîne dans son ensemble, Isabelle, non? Oui, c'est ça. Maintenant, on se pose vraiment beaucoup de questions sur le produit depuis sa source jusqu'à sa fin de vie. Parce qu'en fait, juste prendre un petit peu de biomasse, le mettre dans un produit et puis estampiller biosourcé, ça a ses limites. Voilà. Et donc, si on va chercher une matière première en Chine ou au Vietnam, qu'on fait le produit en Inde et qu'après la fin de vie, c'est pas recyclable. Enfin bon, voilà, on a beau avoir du ressourcé, c'est pas du tout quelque chose vers lequel il faut aller.
Donc voilà, ça par exemple, c'est typiquement de l'économie circulaire où en fait on produit des déchets sur place et il va falloir payer pour les extraire, les jeter, les faire disparaître. Donc là, on se dit qu'on peut les valoriser et en fait, l'ensemble de ce qu'on peut, des déchets peuvent se transformer en produits valorisés. Mais là, ça vous dépasse un peu, c'est moins votre expertise et c'est plus à une échelle politique qu'il faut agir. Est-ce que vous pensez que par contre, on doit imposer des contraintes aux industriels si on veut réussir à produire plus de produits biosourcés? Alors, je pense que si on regarde l'histoire, les grandes innovations, et l'exemple de la Trabant a été l'illustration parfaite. S'il n'y a pas une contrainte forte parce que on a une obligation ou un manque d'un produit, la plupart des industries ne se transforment pas. Et j'ai l'impression qu'on va trouver peu de contre-exemples. Il n'y a pas de volonté? Et la volonté, à mon avis, elle est là. Mais c'est vrai qu'on est sur il faut aider, quoi. Il faut aider, il faut accompagner. Donc, il faut proposer déjà des solutions. Ouais. Il faut aussi de la pédagogie, parce que c'est vrai que parler de fibres naturelles, etc., c'est à des gens qui sont sur l'aéronautique ou sur le transport, où moi, je voudrais aussi être rassuré quand je monte dans un train ou dans une voiture. On veut que l'avion en lin, il soit solide, quoi. Exactement. Et je veux pas qu'il soit n'importe où, parce que ça a quand même des résistances à la température qui sont pas trop élevées par rapport à des fibres de carbone ou des fibres de verre. Elles ont tout un usage, mais il faut en faire le bon usage. Ouais. Et donc oui, il faut de l'incitatif, il faut de la pédagogie et effectivement, il faut des réglementations. Sinon, je pense qu'on perd un temps précieux. Isabelle, est-ce qu'il existe quand même un marché des produits biosourcés aujourd'hui, ou des secteurs en tout cas dans lesquels ça perce plus qu'ailleurs? En fait, ce qui est très enthousiasmant, c'est qu'on voit des innovations qui sortent de partout. Ouais. Il y a une vraie volonté du consommateur, une partie de plus en plus grande des consommateurs, à aller vers le biosourcé, à limiter l'énergie, à faire attention. Et ça, c'est vraiment enthousiasmant. Tout ce côté innovant, il est vraiment riche. Mais en tout cas, ce sont des idées qui doivent s'accompagner d'une sobriété quand même. On peut pas, ça va pas révolutionner le problème de nos émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Je partage votre avis, oui. Effectivement, il faut absolument... les gaz à effet de serre, mais c'est un problème aussi qui dépasse... il y a l'économie, il y a la santé. À l'échelle de la planète, il faut produire, à mon avis, plus de produits biosourcés parce que c'est en général renouvelable et aussi parce que ça stocke du carbone. Et avec la sobriété, etc., on en libère moins. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais... il faut aussi avoir en tête que si on produit ces nouveaux matériaux biosourcés, on doit aussi inclure la fin de vie. On doit essayer de chercher des solutions qui vont faire que le recyclage sera vraiment effectif, sera facilité. Et ça aussi, on essaie maintenant de l'incorporer dans de l'éco-conception. Dès le démarrage, on se dit, bon, je vais avoir un multicouche, c'est super bien quand c'est dans ma voiture, isolation thermique, phonique, etc. Mais comment je désassemble et comment je vais réutiliser tous les matériaux et toutes les molécules qui sont là-dedans. On va y revenir, mais vous l'avez dit en tout cas, Isabelle, l'avenir des produits biosourcés dépend en grande partie des consommateurs. Alors, sommes-nous prêts à changer nos habitudes pour leur laisser plus de place? Lorraine a posé la question aux gens dans la rue. Regardez. Totalement. Bon, parce que je pense que c'est un peu le futur. Ça devrait être déjà, c'est ma génération qui a pollué pendant 50 et quelques. Même 60 et quelques. Donc oui, non, évidemment, faut que tout le monde fasse un effort et ça doit commencer par la base, c'est-à-dire ce qu'on consomme. Voilà. Déjà, j'essaie d'utiliser des objets qui sont pas en plastique. Voilà, pour pas qu'il y ait d'impact sur ma propre santé à moi et d'impact sur l'environnement. Je sais pas, ça pourrait être de la vaisselle ou les produits du quotidien, quoi. Bon, je fais de la confiture, je pourrais mettre ma confiture dans des pots retraités, oui. Non, j'ai pas d'a priori. Je pense que si on le transforme bien, il n'est pas dangereux pour la santé des gens, quoi. Je vois pas, il n'y a pas de raison. Si c'est validé par les normes, etc., je remplacerai sans aucun souci. Oui, même le mobilier, tout ça, il n'y a pas de souci. Si c'est solide, non, c'est bien. Je serais prêt à tester parce que de toute façon, ça passe par des protocoles de test qui garantissent la sécurité. Isabelle, spontanément, est-ce qu'il y a des réactions? Déjà, c'est extrêmement positif. Tout le monde est prêt à faire quelque chose, donc ça fait plaisir à entendre. Il y a beaucoup de gens qui évoquent la question des normes. J'imagine que dans votre travail, ça doit être une question qui revient
à chaque fois qu'on se lance dans un nouveau projet. Est-ce qu'aujourd'hui, les normes qu'on a dans le monde industriel, elles sont compatibles avec les produits biosourcés ? Je peux peut-être commencer alors. Pas toujours. Comme c'est nouveau, il y a des protocoles qui ne sont plus valables, qui ont été développés dans les années 50 ou 60, à l'ère de la révolution plastique, ou etc. C'est plus à jour. Les points de vigilance sont plus exactement les mêmes. Ensuite, il y avait une autre remarque, enfin une autre réaction. C'était, on a beaucoup, ma génération, c'est vrai qu'il faut éviter le conflit de génération, mais je pense qu'il y a une pédagogie, il y a eu une ère où aussi, il y a une révolution. On pensait que c'était inépuisable, je crois vraiment que les gens l'ont cru. Maintenant, on pense le contraire. Et que j'entende ça, moi, me fait plaisir. Mais effectivement, il est vraiment maintenant, il faut qu'on appuie fort sur le frein et qu'on recycle un maximum. En tout cas, quand un produit arrive sur le marché, on peut être sûr qu'il a passé plein de tests et tout le monde avait l'air d'avoir confiance. Vous leur confirmez ? Effectivement, les caractérisations, les normes techniques, c'est les plus simples à suivre. Ouais. Et ça, effectivement. Mais après, dès qu'on est sur des applications contact, par exemple, de l'habitat, avec des nouveaux panneaux de particules, etc., il y a des tests qui sont très poussés, qui prennent parfois des années à pouvoir être homologués. L'alimentaire, le packaging surtout, tout ce qui va être le conditionnement, l'emballage. Là, on est sur des normes très, très, très poussées, très strictes. Et ça met un certain temps pour qu'il y ait des autorisations d'utilisation de nouveaux matériaux ou d'usage. Ça va venir. C'est aussi pour ça qu'on peut être raisonnablement confiant sur de nouvelles solutions. Domaine alimentaire. On a beaucoup parlé de recyclabilité là, pendant l'émission. Dans les emballages, je pensais aux sacs en amidon de maïs qu'on a beaucoup vu, qui étaient dits biodégradables. Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir des produits biosourcés qu'on peut mettre dans son compost chez soi, à la maison ? En fait, si on revient sur du carton ou sur des choses papier simples, oui, tout à fait. Alors après, il faut les améliorer. Nous, on travaille dessus pour justement les améliorer, parce que effectivement, si on met un produit un peu humide dans du papier, tout le monde imagine le résultat, ça va pas bien tenir. Donc, il faut rajouter des molécules qui vont les rendre un petit peu hydrophobes. On l'a vu tout à l'heure avec de la cuticule de tomate, par exemple. Tout en restant biodégradable. Mais voilà, on peut rester biodégradable, alors que, en fait, le plastique avec de l'amidon, ça reste du plastique avec de l'amidon, et donc faut pas le mettre dans le compost, c'est évident. Donc biosourcé n'est pas égal à biodégradable, hein. Non, biosourcé n'est absolument pas égal à biodégradable. Biosourcé dit que la source vient de la biomasse. Ça ne dit pas ce qu'on en fait. Et puis après, voilà, on a l'arrivée. Et donc, entre les deux, il y a beaucoup d'étapes qui sont potentiellement pas si vertueuses que ce qu'on peut penser. Tous les deux, vous êtes assez sensibilisés forcément à ces sujets-là. Est-ce que, personnellement, vous faites des efforts sur la consommation de plastique, la consommation d'emballage, ou vous comprenez que ça puisse être difficile à mettre en place ? En fait, je pense qu'il faut se rendre compte que le plastique, la durée de vie de quelque chose en plastique va bien au-delà de notre vie à nous. Ça veut dire que tout ce qu'on utilise qui est en plastique va nous survivre sur des générations. Donc, il y a une certaine prise de conscience où on ne faut pas bannir le plastique, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Mais à chaque fois, se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je peux le remplacer par autre chose ? Voilà, déjà, cette prise de conscience-là, c'est déjà un grand pas. Alors, il est temps pour nous de découvrir votre parcours. On va vous lancer un petit défi. Bon, rien de très, très grave, hein, vous inquiétez pas. C'est parti. Alors Isabelle, Johnny, on va jouer un petit jeu ensemble. Je vais vous laisser à chacun 30 secondes pour vous présenter, pour parler de votre parcours. Isabelle, on va commencer par vous. Est-ce que vous êtes prête ? Il y a un chrono, il y a quelque chose. Oui, on va lancer le chrono. Mais je le vois pas, par contre. Il y a un chrono. Vous allez le voir. Je vais compter pour toi, très rapidement. Bon, et top chrono alors. Donc, j'ai suivi un parcours scientifique. Je suis allée à l'université. Je suis allée faire de la chimie, parce que je voulais faire de la biologie ou de la physique. Et finalement, j'ai fait une thèse en physico-chimie des biopolymères, qui reprenait un peu tout. Je suis allée me former à Paris, au Mans, et 3 ans en Hollande, avant d'intégrer INRAE, où je travaille pour devenir chercheur, puis directrice de recherche. Parfait, vous avez même fini avant Bravo, félicitations. La prochaine fois, on fera 20 secondes. Et Johnny, je vais vous demander exactement la même chose. Vous avez aussi 30 secondes pour vous présenter. Vous pensez faire aussi bien que... Non, je crois que... En tout cas, visiblement, vous pouvez prendre un peu plus votre temps. Voilà. J'étais un peu stressée. Est-ce que je peux graphier les secondes que tu n'as pas utilisées ? Ah, ça, c'est pas autorisé. C'est interdit. Vous êtes prêt, Johnny ? Prêt.
Super, c'est parti alors. Alors, j'ai moi aussi obtenu un doctorat. Donc, je suis un scientifique. J'ai toujours travaillé sur la valorisation en fait, des biomasses par des voies de transformation physique ou mécanique ou biotechnologique avec des enzymes pour transformer pour des usages alimentaires et non alimentaires. J'ai beaucoup travaillé sur les fibres naturelles pour différents types de composites, sur des farines de bois également. Pour surtout des... Perdu. Bon. On en dire beaucoup quand même. Mais on vous laisse continuer quand même, on a envie d'avoir la fin. Beaucoup pour des applications en fait, dans le bâtiment, isolation. Et puis un peu plus récemment, là, je me suis mis à travailler sur des objets à durée de vie relativement courte, justement qu'on souhaite être biodégradables. C'est un des scénarios possibles, mais avec des matières qui soient les plus vertueuses possibles en termes d'empreinte environnementale. Bon, merci, bravo à tous les deux. C'est pas facile comme exercice. J'ai quand même 2-3 questions en plus parce que c'est un peu rapide. Isabelle, par exemple, on va remonter un petit peu dans le temps. Regardez l'image qui s'affiche à l'écran. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça date pas d'hier, oui. Qu'est-ce que c'est? On remonte en quelle année là? 96. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Donc, c'est la première page, c'est la page de garde de mon document de thèse. Bon, la thèse, c'est un moment important dans la vie d'une chercheuse ou d'un chercheur, mais apparemment, la rédaction de vos résultats, c'est pas tout à fait passé comme prévu, c'est ça? En fait, lors de la rédaction de ce document, en fait, j'ai commencé par mes premiers résultats. Donc, une thèse, c'est 3 ans. Donc, on commence à rédiger à peu près à 2 ans et demi. Et donc, ça faisait plus de 2 ans que j'avais ces résultats et que je les avais présentés dans des congrès. Et donc, je prends la première figure et là, je la regarde et je me dis, mais non, c'est faux. Mon interprétation est fausse. Au moment de la rédaction, Au moment de la rédaction, oui. C'était les tout débuts de la rédaction. Je me dis, voilà, ça part très, très mal. Et donc, j'ai fait une nuit blanche en pensant à ces figures où je ne voyais pas où était le hic. Et donc, voilà, là, je pense que je suis devenue chercheur à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où j'ai compris ce qui se passait, en fait, c'était une molécule qui est extrêmement rigide et qui se pliait en deux, chose qui était que moi, je ne concevais pas. Et le fait de penser que quelque chose qui était établi pouvait être faux, en fait, après tous les résultats qui me paraissaient un petit peu anarchiques, tout rentrait. Donc, du coup, tout est devenu assez magique, où ce que je ne comprenais pas devenait beaucoup compréhensible. Et donc, justement, est-ce que ce n'est pas les moments les plus intéressants, les moments où ça ne marche pas, où on a un résultat un peu surprenant? Franchement, moi, quand j'ai des étudiants qui viennent et m'amener des résultats en me disant eux, ils sont très contents, ça marche, tout va bien. Je dis ok, tout va bien, c'est normal. Par contre, dès qu'ils amènent quelque chose qui ne marche pas, donc eux sont en général décomposés, ils me disent oh là là, c'est une catastrophe, je n'arrive pas à le faire, ou je ne sais pas, et là, ils me voient rayonner, oh, super, alors on va en parler. Et effectivement, je pense que, quand ça va bien, on est content, et quand ce qu'on a initié ou imaginé fonctionne, tout va bien. Par contre, à partir du moment où on a quelque chose, un hic dans la machine, c'est là où on peut comprendre des choses nouvelles et aller vers d'autres choses. Et c'est ça qui est le plus intéressant, à mon avis. Alors, Johnny, vous n'avez pas forcément eu le temps de nous partager tout votre parcours, mais on en a déjà discuté en préparant cette émission. Et donc, vous m'avez confié qu'avant de travailler sur les matériaux biosourcés, vous avez eu d'autres vies, d'autres domaines de recherche. Vous avez fait de l'hématologie, de la biomécanique, avant de travailler sur les matériaux biosourcés. Est-ce que c'est formateur de tester différents domaines dans une carrière de chercheur? C'est extrêmement formateur. Je pense même que c'est une chance. On devrait tous avoir la possibilité de changer, de se renouveler. C'est un renouvellement et c'est un apprentissage. C'est la découverte de nouvelles communautés et puis c'est un enrichissement en termes de connaissances. Enfin, il en reste quelque chose. Enfin, c'est loin, mais il en reste quelque chose. Et ça fait une sorte de matelas de culture générale, et puis de voir aussi un peu les contraintes en santé, hématologie, quelles sont, on court après quoi, les soins, lutte contre le cancer ou les maladies auto-immunes, etc. Et ensuite, j'ai travaillé aussi effectivement sur les côtés biomécaniques qui m'ont aidé à mieux comprendre des structures et aller vers la conception de nouveaux matériaux. Et mieux il y a eu du transfert de connaissances en fait, entre vos différentes vies. Vous avez pu emporter certaines connaissances, certaines compétences Ah oui, ouais. Oui, vraiment. Après, par contre, au quotidien, on recommence tout, quoi. On apprend à lire, on apprend une nouvelle langue. Et donc, les débuts sont
c'est compliqué des fois. Hein. On a l'impression de ne pas être compris ou de ne pas comprendre les autres. Alors là, il faut écouter, puis se faire tout petit. Et là, vous seriez prêt à le refaire ? Maintenant, ça va être vraiment compliqué. Je pense qu'avec la maturité, c'est de plus en plus difficile. Ça demande beaucoup d'investissement. Et là, je crois que j'ai trouvé un truc qui m'a plu et qui est suffisamment en fait, interdisciplinaire pour que je puisse, moi, travailler avec des gens qui sont plutôt sur l'agronomie, des gens qui travaillent plutôt sur la botanique, la structure croissance, pourquoi il y a un stress et les changements climatiques. Et donc vous avez testé plein de choses dans votre carrière et parfois on teste, ça marche, parfois on teste, ça marche pas, on l'a vu tout à l'heure. Si je vous dis Europol Agro par exemple, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oui, une expérience frustrante. Vous pouvez nous raconter vous faites référence à un concours, j'étais en thèse, en doctorat et il y avait un concours, je travaillais sur une approche biotechnologique pour valoriser des coproduits céréaliers. Et on voulait sortir des molécules qui pouvaient être soit pour visée alimentaire, des prébiotiques, hein, des choses qu'on rajoutait dans des yaourts, des choses comme ça, ou dans des bières, dans du pain, biscuits. Et puis on pouvait essayer également d'en faire quelque chose fermentescible pour faire des biocarburants. J'étais à peu près, donc j'étais un peu en amont. Je m'étais dit, mais j'ai une super thèse. Je travaille avec des industriels, des nouvelles enzymes, etc. Ça, c'est génial, c'est bon. Je concours donc, il y avait un prix d'innovation. Je passe devant le jury. Mon travail en lui-même a été bien évalué. J'avais travaillé de façon correcte, bien expliqué mes hypothèses et tout. Puis, en fait, j'ai pris des critiques vraiment très dures, enfin, qui m'avaient semblé très dures, mais c'était sur le pourquoi. On m'a dit, mais ça fait déjà 10 ans que votre laboratoire affiche ces thématiques, je vois rien de concret sortir. Ah, là, que répondre ? La question était bonne, et pourtant, elle me dépassait. Et c'était pas applicable, c'est ça ? C'était pas applicable, en tout cas, non, c'était pas applicable. Et ça a changé votre façon de travailler ? Oui, ça a vraiment changé ma façon de travailler. Je le dis, oui, sans ego, mais je me dis, avant de démarrer quelque chose, est-ce que c'est valorisable pour qui ? On peut faire quelque chose où on ne voit pas forcément de valorisation en tant qu'individu, mais il faut se dire, ça coûte de l'argent ou ça coûte du carbone, de l'énergie. Est-ce que ça peut être utile à quelqu'un ? Oui, c'est super. Non, il faut réfléchir. Bon, merci en tout cas de nous avoir partagé votre parcours et vos échecs. Hein. Marine a orienté la chronique sur les échecs. Je ne l'ai pas vu. Merci en tout cas à tous les deux. Alors maintenant, je vous propose que vous nous partagiez autre chose et c'est une recommandation culturelle. C'est parti. Alors Isabelle, vous avez décidé de nous partager un documentaire que vous avez vu, lequel ? C'est un documentaire sur les champignons, voilà, au royaume des champignons. Et je trouve ça extrêmement inspirant. On peut voir sur Arte, ouais. Oui, sur Arte. En fait, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce documentaire ? Eh bien, Qu'est-ce qui vous a fasciné ? Ce qui m'a fasciné, c'est de se rendre compte de la diversité et le fait qu'ils sont absolument partout. Et l'effet synergique avec la cellulose. Moi, je travaille beaucoup sur la cellulose, donc les plantes en général. Hein. Ouais. Et l'idée d'avoir cette synergie au sein de la biosphère, au sein de la Terre. Et voilà, moi, ça m'a fait réfléchir sur l'idée de pouvoir aller vers des matériaux biosourcés encore plus innovants, parce qu'on n'utilise pas beaucoup les champignons. Vous n'arrêtez jamais de réfléchir sur les produits biosourcés, alors ? Toujours à la recherche de l'inspiration. Si j'avais regardé un truc sur la Lune, peut-être pas, mais là, en l'occurrence, oui, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je pense que chacun peut réfléchir à sa façon sur tout ce qui est l'utilisation du biosourcé. Très bien. Et vous, Johnny, vous avez décidé de nous partager, vous avez choisi de nous partager un livre ? Oui, je pense qu'il est connu de nombreux spectateurs. C'est, je pense, maintenant un best-seller. Ouais. Sapiens, ouais. La brève histoire de l'humanité, j'ai trouvé ça fascinant. Ça explique en fait souvent pourquoi les choses sont comme ça à un moment donné, aujourd'hui, en regardant un peu ce qui s'est passé, et on en apprend beaucoup. Et là, sur les 100 000 dernières années, c'est justement cette colonisation de notre espace, enfin de la planète, et puis des grandes étapes. Et pourquoi on est arrivé là et quel était le gain pour nous, peuple, enfin nos ancêtres. Et là, en l'occurrence, c'est la domestication en fait des plantes, le début en fait de l'agronomie. Et je trouvais ça fascinant. Parce que ça a changé radicalement le mode d'existence de peuples nomades, chasseurs-cueilleurs, en tout cas de certains, la majorité, à des structures dont on dépend beaucoup plus, on s'est enrichi, mais on dépend beaucoup plus d'un petit nombre d'espèces ou d'un petit nombre de revenus.
Et donc, on a accepté cette dépendance et maintenant, on essaie de l'optimiser. Ça permet de mettre vos recherches un peu en perspective aussi, de prendre un petit peu de recul sur les choses. Ce livre, en tout cas, donne quelques clés ou des pistes de réflexion que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Je recommande. Très bien. Bon, merci à tous les deux. Il est temps de clôturer cette émission et de se dire au revoir. Merci Isabelle, merci Johnny. On remercie aussi Bénédicte qui était sur le plateau tout à l'heure. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Science en question. On vous dit à très vite pour une autre émission avec d'autres sujets scientifiques passionnants. Ciao les sorciers.